Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Les habitants de Torozougou, une localité de l'arrondissement de Guinée, en savent désormais un peu plus sur les mesures de lutte contre la déforestation et les changements climatiques. Ceci à travers une séance de sensibilisation sur l'internalisation et l'appropriation des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique hier, jeudi 4 juillet 2024. C'est une initiative de l'ONG SOS Savane. Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps, la rareté des pluies ces derniers jours à Malanville est une situation qui inquiète les producteurs et les citoyens lambda. Selon ces derniers, cet état de choses serait dû aux travaux de réhabilitation de l'AS Bodjekali Malanville. Vous les suivrez dans ce 13h. Et puis, Edouard Loko, c'est le nom du nouveau président de la HAC en remplacement à Rémi Prosper Moretti. C'est une décision issue du Conseil des ministres du mercredi 3 juillet dernier. C'est une décision saluée par les professionnels des médias. Vous suivrez la réaction de quelques-uns dans ce 13h. Mesdames, Messieurs, vous suivrez également d'autres nouvelles au plan local et international. Les informations sportives avec Bruno Gaclier à la boucle. Ce sera la revue de presse nationale de Lukman Routiou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Contre la déforestation, les changements climatiques et renforcer le couvert végétal. C'est l'objectif d'une séance de sensibilisation sur l'internalisation et l'appropriation des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique par les jeunes, initiée par l'ONG SOS Savane. Les échanges ont eu lieu à Torozougou, une localité de l'arrondissement de Guinée, ici à Malanville, le jeudi 4 juillet 2024. Et ils sont nombreux, ces hommes et femmes de la dite localité et élus locaux à prendre part à cette activité de l'ONG SOS Savane. Sadam Maman, chef antenne SOS Savane à Libori, nous en dit un peu plus. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est d'échanger avec les associations de jeunes et de femmes sur l'internalisation des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique, donc basées sur les écosystèmes, un promouvoir propre à la localité. Donc on a eu à aborder plusieurs points, dont les bonnes pratiques dans l'agroforesterie, par la promotion des meilleures pratiques agroforestières, en faisant de la production tout en sauvegardant des arbres, les bonnes techniques de gestion de terre par rapport à la mise en place des pieds d'arbres fertilisants. Et il y a eu des séances vraiment interactives, chacun a apporté un plus par rapport à la science. Chacun a dit les réalités liées à la pratique, à la mise en place de l'agroforesterie face aux défis actuels avec la mécanisation, la présence des tracteurs aussi, comment ça agit sur l'agroforesterie, les techniques agroforestières, ainsi que l'utilisation de pesticides dans la pêche et autres, donc, et même dans le maraîchage. Donc la science a été vraiment participative et je suis satisfait de l'ensemble. La mise en pratique des notions acquises s'avère indispensable pour l'atteinte des objectifs visés. C'est pourquoi le chef antenne de l'ONG SOS Savane à Libori invite les chefs ménages et autres acteurs à faciliter l'accès à la terre aux femmes. Sadam Maman qu'on écoute. Nos attentes, c'est que les participants et les différentes participants puissent mettre en pratique ce qu'elles ont appris et que les différentes autorités locales et communales puissent faciliter l'accès aux terres pour les femmes pour pouvoir mettre en pratique les notions qu'on a apprises dans le marchage écologique, l'agriculture écologique, l'agroforesterie. Donc la question des terres devient vraiment importante pour leur permettre d'avoir des lopins de terre sur lesquels elles peuvent expérimenter ces différentes pratiques dont nous avons parlé. On ne peut pas faire le marchage en l'air, on ne peut pas faire de l'agriculture écologique dans l'air, il faut de la terre pour le faire. Et donc nous appelons les autorités à différents niveaux, les maris, les chefs de ménage, à vraiment faciliter aux femmes l'accès à la terre pour pouvoir pratiquer en fait les bonnes pratiques d'ABE, d'adaptation basée sur les écosystèmes qu'on a eu à discuter. On peut faire des plantations en ligne, ça peut être dans les champs, si on a une superficie, on peut décider de faire 2-3 lignes de plants. On peut aussi faire des clôtures, des espaces, des limites de nos champs avec des plants. Donc ça va agir tant sur le sol, sur la production. Donc nous devons toujours moderniser nos agricultures en utilisant bien sûr les tracteurs, mais on peut aussi utiliser les tracteurs tout en préservant l'environnement, en laissant des plants. Au terme des échanges, quelques participants se sont prononcés à notre micro. Ils ont exprimé leurs impressions et promettent partager ces notions avec leurs pairs. Ils sont au micro de Zulkifilou Luna. Ils nous ont sensibilisés comment d'abord il faut faire pour éviter les changements climatiques.
Ils nous ont dit que dans les mesures à prises, il y a reboisement. Il faut éviter de couper les arbres en désordre. Et ils nous ont montré aussi comment on peut cultiver et en même temps planter des arbres dans les champs. On peut faire plantation en ligne ou bien on peut planter pour entourer notre champ. Ça ne va pas empêcher les plantes, ça ne va ni empêcher l'agriculture. On va passer l'information à l'endroit de la communauté pour un meilleur avenir. Ils nous ont appris comment faire la plantation, comment on cultive, comment on fait le maraîchage pour bien cultiver, pour trouver les bons rendements. Aujourd'hui, on a pris conscience. Parlant de la pêche. Vraiment, je suis très fier de ces informations car nous ne savons pas s'il y a beaucoup de faiblesses dans ces mers. Compte tenu des conseils d'aujourd'hui, ça va nous avantager beaucoup. Donc, l'État a nous aider à amener un peu d'évolution sur ce projet pour qu'on puisse avoir beaucoup d'informations pour pouvoir agir sur notre développement. Vous l'aurez sans doute constaté, la période des pluies a démarré dans la partie septentrionale du pays depuis quelques semaines. Après 3 à 4 pluies enregistrées dans la commune de Malanville, l'on assiste depuis peu à une rareté des pluies qui ne dit pas son nom. Une situation qui inquiète bon nombre de citoyens malanvillois et surtout les producteurs. Quelques citoyens rencontrés au micro de Faridat Sani pointent du doigt les travaux en cours sur l'AS Bodjekali Malanville. Bon, selon moi, c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Mais il y a certaines qui sont au contraire de ce que moi je crois. Certaines personnes disent qu'il y a certains matériels qu'il faut utiliser pour garder la pluie. Bon, moi, je n'ai jamais vu ça là. Moi, ma religion me dit que de ne pas croire à certaines chimies. Si je dis chimie, c'est quoi? C'est les trucs où on peut faire pour empêcher certaines choses. Selon moi, ça ne vient pas à cause de ceux qui font des travaux routiers là. Selon moi, ce sont ceux qui gardent cette pluie. Sinon, à chaque fois, le ciel noircit, mais en vain, on ne trouve rien. Alors qu'on a besoin de cette pluie de bénédiction à mon avis. Et c'est devenu une tautologie. Les années derrière, c'est pareil. La rareté des pluies de Malanville, il y a plusieurs facteurs qu'on peut dire. On peut parler de peut-être un des problèmes endogènes. Bon, on évoque souvent le problème des travailleurs de route. Peut-être ce sont ces facteurs-là qui laissent qu'il ne pleut pas correctement dans Malanville. Et à Guéné, il pleut, même à Bodjekali, il pleut de temps à autre par rapport à Malanville Centre. Ça va agir sur la production. S'il n'y a pas plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de production. Par exemple, quand on prend la date des semis est en train de partir. D'ici fin juillet, s'il ne pleut pas et on ne sème pas, ça veut dire que ça aura un impact sur la productivité. On parle d'effet de changement climatique, ça englobe tout le Bénin. Et quand on regarde par exemple dans le Borgo aujourd'hui, on peut dire que la pluviométrie est bonne là-bas par rapport à la commune de Malanville. Même à Kandi tout près ici, les semis sont déjà avancés. Donc c'est pourquoi on parle des travailleurs de route, soit il y a un problème endogène qui est là. En saisissant ce canal, ces citoyens malanvillois profitent de l'occasion pour inviter les sages et les leaders religieux ainsi que les leaders des cultes endogènes de la commune à aussi jouer leur partition pour le retour à la normale de la saison pluvieuse ici à Malanville. Suivez plutôt. C'est l'occasion aussi peut-être d'exhorter les sages de la vie pour organiser les séances de prière pour qu'il puisse pleuvoir dans la commune et que ce soit les imams, les pasteurs, même les gens qui font les cultes endogènes qui puissent prier pour la commune, pour qu'il puisse pleuvoir. C'est le courage et la prière. On persévère dans la prière puisque vous allez faire une remarque. Ça se passe presque chaque année à mon avis. Quand chaque fois le ciel se noircit, la pluie ne vient pas. Quand Dieu dit oui et quand ça vient une fois, ça vient avec la force de dégâts et ça crée beaucoup de dégâts dans la ville de Malanville. Donc c'est un peu ça. On est même pressé, pourquoi? La pluie de Malanville, si ça commence, nous tous on sait de quoi on vécu. Donc le temps de Dieu est la meilleure, donc patientons-nous un peu. Et pendant ce temps, l'homme travaille pour satisfaire ses besoins, mais dispose parfois certains jours pour se reposer. On parle ainsi de week-end. Quelle est la place des week-ends dans le quotidien des citoyens malanvillois? Quelques-uns se sont prononcés à travers ce micro-trottoir réalisé par Abdoul Raouf Olakoura. Il y a les chrétiens qui vont à l'église les week-ends là. Il y a d'autres qui ne vont pas. Au cas des chrétiens, on a précisé les dimanches seuls pour le repos et faire la lessive à la maison et s'occuper des petits travaux de la maison. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à respecter ça parce qu'on dit souvent ce que tu cherchais le lundi, tu n'as pas trouvé. Si tu sors le dimanche, ça peut sortir. Et pour ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à pratiquer les week-ends. Et il y a d'autres ateliers 24 heures de travail. C'est le problème ça. Sinon, un week-end, c'est un jour de repos. Posé, dans la semaine, on a 7 jours. Mais il faut prendre 7 journées pour se reposer et voir que ça, c'est pas un crime. Ça dépend des mois
moyens de chaque personne aussi. Et celui qui a des moyens, qui sait que aujourd'hui c'est mon jour de repos, au lieu qu'il aille au champ, il prend ses ouvriers pour aller faire les travaux pour eux au champ. Si tout le monde a des moyens, a des possibilités aussi, les jours de repos là, on est obligé d'accepter et forcément pour nous reposer. C'est vrai, les week-ends sont destinés pour le repos, mais compte tenu de l'objectif que chacun poursuit, beaucoup n'arrivent pas à respecter ces jours de repos là. Puisque autant que nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Ouais. Parfois même lorsque tu te reposes, d'autres se disent que c'est pas toi tu es bien, et pour cela tu reconnais les jours de repos. D'autres disent quoi qu'on dise, il faut quand même se reposer, mais nous n'avons pas les mêmes soucis. Mesdames et messieurs, on va marquer une coup de pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. La nomination de Edouard Loko à la tête de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC le mercredi 3 juillet dernier fait réagir l'opinion et les professionnels des médias. Dans cette édition, nous vous proposons la réaction de Wilfried Adon, ancien journaliste et consultant des médias. Selon ce dernier, Edouard Loko est l'homme qu'il faut pour présider l'instance de régulation des médias. Extrait de ses propos. Edouard Loko, il a dévoué toute sa vie jusque-là aux médias, depuis l'hebdo mural sur le campus d'Abomey-Calavi, en passant par les médias où il a travaillé le matin, jusqu'à créer son quotidien Le Progrès, sa vie associative où il a milité à l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, du JPB, avant de devenir secrétaire général puis président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, puis son militantisme au niveau du Conseil national du patronat de la presse où il a été vice-président avant d'échouer pour une première fois à la HAC en qualité de vice-président, puis ces dernières années en tant que chargé de mission du chef de l'État aux médias. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la matière sur laquelle il vient de se faire nommer par le président de la République et on ne peut que s'en féliciter pour sa connaissance du sujet. Le positionnement de Edouard Loko comme président de la HAC serait bénéfique pour le secteur des médias, a-t-il ajouté. Pour Wilfried Adon, le nouveau président de la HAC dispose des moyens nécessaires pour faire face aux nombreux défis de la presse béninoise. On l'écoute. Les problèmes de la presse sont les mêmes depuis de nombreuses années. On se souviendra de tout ce qui a été fait depuis au moins l'an 2000 pour répertorier. On se souviendra des états généraux de la presse en 2002. À cela a succédé d'autres états généraux, table ronde sur la question des médias. Et dans tout ça, il a été au cœur de ces réflexions-là sur les questions. Donc là aussi, on ne peut se douter qu'il maîtrise, qu'il comprenne les questions, la problématique de la presse béninoise. Et donc, qu'il prenne la tête de cette institution dans un contexte où on parle de réforme dans les médias n'est pas anodin. Je crois que son positionnement à la tête de la HAC pourra être bénéfique pour le secteur des médias si l'équipe qu'il va diriger se met résolument au travail, ce qui ne fut pas le cas tout le temps, s'il se met résolument au travail parce que les professionnels des médias attendent énormément de cette réforme et donc si ce travail est fait et que la réforme est conduite intelligemment, je crois que la nomination de Edouard Loko à la tête de la HAC pourrait être hautement bénéfique pour le secteur des médias. À la suite du consultant média, nous vous proposons la réaction de Abdou Aziz Orupande, journaliste et promoteur du journal La Pêche du Nord. Ce patron est professionnel de médias tout en saluant cette nomination d'Edouard Loko, souhaite une mandature moins rigide pour la presse. Abdou Aziz Orupande est au micro de Lukman Orochio. Je pense qu'il faut saluer tout simplement cette nomination de M. Edouard Loko comme président de la HAC parce que c'est une personnalité du monde des médias très bien connue et qui connaît également la maison HAC. M. Loko fut vice-président de cette institution entre 2009 et 2014 pour le compte de la 4e mandature. Et je crois que cette nomination ne surprend quand même pas tout acteur des médias averti parce que M. Edouard Loko était quand même l'un des très proches du président Patrice Talon et nous espérons quand même que cette mandature soit
des plus fructueuses et qui soit une mandature au service des professionnels des médias, nature soit quand même moins rigide et que les sanctions à l'encontre des organes de presse soient des sanctions non pas qui éliminent ou qui effacent totalement les organes de la scène médiatique, mais quand même qui soient des sanctions qui permettent aux professionnels des médias de se relancer, de tirer leçon de leurs erreurs. Autre information dans cette édition, Retour de la manivelle. C'est un nouveau roman du jeune écrivain béninois Abdou Bariou Dakin. Cet ouvrage littéraire a été lauréat du prix international Kodio Rodrigue Abel à Savedo Pilcra en abrégé édition 2023. Dans ce cadre, l'écrivain a reçu ce mercredi 3 juillet 2024 50 exemplaires de son ouvrage et un trophée. Au micro de la rédaction de Sota FM, Abdou Bariou Dakin évoque le sens caché du titre de son ouvrage. Retour de la manivelle, l'inspiration m'est venue à travers les situations que j'ai eu à vivre. Ça choque. Le statut de l'étudiant, lorsqu'il finit, il n'a pas d'emploi. Ensuite, l'autre côté du livre, c'est la situation des enfants de rue à Malanville. Parce que si vous prenez le cas de Ibrahim dans l'ouvrage, c'est un talibé, un enfant de rue qui est devenu après grand et qui a voulu quand même changer de statut social et qui s'est lié d'amitié à Ali et se sont donnés à des situations critiques. Il faut dire que c'est un titre qui contient de la métaphore, c'est une métaphore parce que si nous prenons la manivelle, ça se retrouve dans les motos et lorsque la manivelle se retourne, vous voyez, ça donne un effet de choc. Donc c'est pour traduire les conséquences qui surviennent d'un acte, surtout qui choque les mœurs. Tout en exprimant ses impressions, l'écrivain lauréat du Pilcra a laissé le message que voici à la génération montante des écrivains. Abdou Bariou Dakin qu'on écoute. Ce fut une grande joie pour moi de me savoir lauréat de ce prix-là. Ça fait du bien. Au-delà du prix, au-delà de cette reconnaissance, et je crois que c'est aussi une manière de faire ma promotion à travers le monde. Et aux nouveaux écrivains surtout, je leur dirais que écrire c'est s'engager, c'est un engagement. C'est également un investissement de soi au développement et à l'épanouissement de la littérature. Donc si quelqu'un aspire à devenir écrivain, je ne peux que l'encourager dans cette lancée, même si aujourd'hui l'écrivain est perçu comme un enfant malade de tous les artistes. Il faut connaître son rôle et le jouer sans nécessairement chercher une récompense. Il faut noter que son recueil de nouvelles 0h00 est également sorti lauréat du prix international d'excellence Jean Pliat des éditions Amazon d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des informations sportives sur Sota FM. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bruno Gagli, bonjour. Bonjour Pierrette, bonjour aux amis du Curon. Éliminatoire Cannes 2025, le Bénin hérite du groupe D en compagnie une fois encore du Nigeria. La Confédération africaine de football, en abrégé CAF, a procédé hier jeudi au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Le tirage pour cette 35e édition s'est déroulé à Johannesburg, en Afrique du Sud. À l'issue du tirage, le Bénin a hérité du groupe D, retrouvant ainsi son voisin, le Nigeria, le Rwanda, à nouveau. En effet, placé dans le groupe D par les mains du sélectionneur ivoirien MRC Faye, le Bénin donc sera en compagnie de la Libye, du Nigeria, du Rwanda, sachant que ces deux derniers sont donc les adversaires que les Guépards affrontent régulièrement lors des récentes campagnes de qualification. Pierrette Apovo, pour rappel, au terme des éliminatoires, seuls les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2025, sauf dans le groupe B, celui du Maroc, où un seul autre pays, donc le mieux classé, obtiendra son billet. La CAN 2025 aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
4e édition du championnat scolaire. Pendant ce temps, la compétition prévue du 17 au 24 juin prochain à Avrancourt, vous nous dites, Bruno. Effectivement, Pierrette, il faut noter que tout se met en place pour la tenue de la 4e édition du championnat national scolaire avec un nouveau format qui sera expérimenté. Ainsi, le ministère des Sports, en collaboration avec l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, affûtent donc déjà leur âme pour une compétition réussie. Le rendez-vous est donc pris au stade Omnisport d'Avrancourt du 17 au 24 juillet 2024 au programme de football, du handball, du basketball, du volleyball et de l'athlétisme. Il faut noter au passage que cette compétition est à la phase nationale après celle des départements qui a permis de dégager les meilleures équipes. Hors de nos frontières, à présent, quelques rendez-vous Bruno Gakli dans le cadre de l'Euro. Effectivement. Il faut préciser que nous jouons à partir de 17h, il y aura cette rencontre qui va opposer l'Espagne contre l'Allemagne. Ce sera en demi-finale, l'heure 17h connue. Toujours dans le cadre de cette demi-finale en Euro, le Portugal joue les crampons contre la France et l'heure c'est à partir de 20h. C'est un peu ce qu'on peut retenir pour l'actualité sportive sur la radio Sauta FM. Merci Bruno Gakli pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, David Labo, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Les informations hors de nos frontières, c'est avec vous et vous nous dites qu'au Niger, l'Alliance des États du Sahel tiendra son premier sommet le 6 juillet à Niamey. Effectivement, Pierrette Apovo, Niamey, la capitale du Niger, s'apprête à accueillir le premier sommet des chefs des États de l'Alliance du Sahel, les États du Sahel créés en septembre 2023. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus par leur homologue général Abdourahmane Tchani. Une rencontre juste avant le sommet de l'organisation régionale ouest-africaine, la CEDEAO a prévu le jour suivant à Abuja et dont ils ont claqué la porte en début de l'année 2024. Ce sera la première rencontre du genre entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. Au Sénégal, 30 recommandations de réforme de la justice sont remises à Bassirou Diomaye Faye. Au Sénégal, des universitaires, des magistrats, des avocats, mais aussi des anciens détenus et membres des organisations de défense des droits de l'homme. Un peu plus de 400 personnes ont remis ce 4 juillet 2024 30 recommandations au président Bassirou Diomaye Faye sur ces réformes prioritaires à mener dans le secteur de la justice. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, on installe cette fois-ci la revue de presse nationale, une présentation de Loukman Ououtiro. Suivez la revue de presse sur Sauta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce vendredi, plusieurs sujets sont abordés pêle-mêle par les confrères. Démarrons avec le potentiel. Le journal révèle de graves dysfonctionnements dans les services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Encore 6 agents sont en garde à vue à la brigade économique et financière BEF, informe le journal. Donc au total, de compte l'application, 17 personnes sont déjà dans les liens de la justice, d'autres encore dans le viseur, redoute mon confrère qui fait savoir que le directeur général de l'ANIP, Pascal Niamounida, continue de venir au bureau. Le Soleil Bénin-Info parle de démission spectaculaire du Rwandais Pascal Niamounida qui aurait jeté l'éponge. Et depuis, Silence Radio reste suspicieux le quotidien. Cette démission apparaît comme une décision qui ravive les inquiétudes des soupçons, surtout que l'intéressé a manipulé le fichier électoral et aucun audit n'a été fait de son travail avant la démission. Pour quelqu'un qui a géré l'établissement de l'état civil et le fichier électoral, c'est scandaleux, s'offusque le Soleil Bénin-Info qui dresse une kyrielle de questionnements.
Pascal Nyamouninda a-t-il alors démissionné parce que son recruteur pense qu'il n'est plus compétent ou bien parce que le recruteur veut modifier son ordre de mission qu'il n'apprécie pas? Son recruteur a-t-il donné des ordres qu'il se voit incapable d'exécuter ou carrément, comme le sursus certains, il a commis des actes répréhensibles et suffisamment graves et a jugé fuir avant que ces actes ne revêtent des soupçons? Pascal Nyamouninda a-t-il vraiment démissionné ou l'a-t-il choisi pour s'échapper après avoir commis un forfait? Autant de questions que se pose le Soleil Bénin Info qui, tout en cherchant à savoir la réelle mission de son remplaçant Aristide Adjinakou, note que visiblement un flou artistique et inquiétant entoure la démission du DG et surtout de ses activités à la tête de la NIP. En commentaire, la Perche du Nord écrit en titre « Pascal Nyamouninda, la désillusion ». Sans commenter ainsi dans la suite, le journal 109 renseigne que pour le contrôle de l'action gouvernementale, 3 ministres ont répondu aux questions des députés. Il s'agit de Benjamin Nkwati de la santé, Aurélie Soulé-Adam du numérique et de la digitalisation, ainsi que Yvon Detchenou de la justice, souligne le journal, mais également le matinal qui détaille que le ministre de la Santé est allé répondre à la question orale avec débat posée par le député Isia Karuna et 9 de ses collègues sur la situation des dialysés au Bénin. Après lui, relate le matinal, sa collègue Aurélie Adam Soulé, ministre du numérique, a répondu à la question de l'élu parlementaire Baké Chabi Goro sur la réforme des médias au Bénin. Quant au ministre de la Justice, lui, il a pour sa part planché sur le dossier relatif à l'envoi des forces de sécurité en Haïti, rapporte le journal qui poursuit que sur la question relative à la situation des dialysés, le député Isia Karuna est resté sur sa soif, car il s'attendait, d'après le quotidien, à entendre le gouvernement déclarer la gratuité de la prise en charge des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale chronique au Bénin. La même information est traitée par le Télégramme et l'Opinion aujourd'hui qui résume en titre que les députés plaident pour une prise en charge totale des dialysés par l'État. Par ailleurs, rapporte d'Aïbi Info sur le blocage des avantages dus aux agents de l'État, l'honorable Edwige Tossa n'est pas satisfaite de la réponse du gouvernement. Et parlant du gouvernement béninois ainsi dans le reste, le matinal informe que l'exécutif annonce la saisie de toute la cargaison de gasoil transportée par le bateau ayant échoué à Fidjrosé. L'annonce a été faite, précise le Canard, au détour d'une conférence de presse animée mercredi par le préfet maritime à Cotonou. Le journal en publie les détails. Note sport pour ainsi finir. Dans le cadre des éliminatoires Cannes 2025, l'investigateur du jour, Fraternité Matin Libre, le pays émergent d'Aïbi Info, d'Abarou, le Télégramme et le Soleil Bénin Info renseignent que suite au tirage au sort, le Bénin est classé dans le groupe D. Dans cette poule, précisent les confrères, sont logés les traditionnels adversaires du Bénin, à savoir le Rwanda et le Nigeria. Des eaux dures à croquer pour les guépards, redoute Fraternité. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce vendredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ce sera également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Aux manipulations techniques, on retrouve Aboubakar Doko. À l'édition, elle s'appelle Farida Tassani. Devant ce micro, mon nom, Pierrette Apouva. Bon vendredi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous